Mesdames et messieurs, bonsoir. D'abord, un conseil de la circulation routière. Si vous n'êtes pas encore rentré chez vous, attendez le plus tard possible pour prendre la route. On prévoit en effet nombre de bouchons aux abords des grandes villes. Dans les 2 ou 3 heures qui viennent, le mieux serait que vous ne rentriez pas avant minuit et même pas avant minuit passé. Dans le nord du pays, la circulation est d'autant plus difficile qu'il a plu pratiquement toute la journée et le dessin de Gus est un raccourci saisissant de cette journée de fête nationale, la petite Marianne avec son grand parapluie. Et ceci alors qu'aux États-Unis, 450 personnes sont mortes de chaleur en 3 semaines. Des parapluies, il y en avait sur tout le parcours des Champs-Élysées ce matin pour le défilé militaire, que ce fût dans le public rangé de 2 côtés de l'avenue ou dans les tribunes officielles, presque tout le monde avait dû sortir le sien. Et quand ce n'était pas un parapluie, c'était un manteau de pluie. La deuxième DB était particulièrement à l'honneur. Aujourd'hui, le président de la République l'avait annoncé à notre micro dès hier soir, dans notre émission spéciale sur le centenaire du 14 juillet. Il y avait un double hommage à la deuxième DB, d'une part celui rendu à celle de Leclerc qui a libéré Paris, d'autre part à la DB d'aujourd'hui qui est un élément fort important pour la défense de la France, comme vous le savez. Hommage aussi et très exceptionnel au général Méry qui va quitter son poste de chef d'état-major des armées, remplacé par le général Van Bremersch. Le général Méry a accompagné le chef de l'État pendant toute la revue des troupes sur les Champs-Élysées. Après que furent passés les fougas magistères avec leur émission de fumigène bleu, blanc, rouge, le défilé fut ouvert par le général Fiévet commandant les troupes à pied. Et le général et ses voitures de commandement étaient suivis immédiatement par Polytechnique, les élèves féminins et masculins, en bicorne et tunique avec l'épée. Polytechnique a donné à l'armée française des chefs comme Foch, Joffre, Monoury, Fayolle et 4 chefs d'État ou faisant fonction, Cavaignac lors de la Deuxième République, Sadi Carnot, Albert Lebrun et Giscard d'Estaing. L'école interarmée des personnels féminins, où pas qu'à danser, le regard sur la ligne bleue de la Concorde et marchant comme chaque année de mieux en mieux, chacun l'a remarqué. Les parachutistes du 9e RCT, armés du fusil FAMAS, la nouvelle arme de l'armée, fabriquée à Saint-Étienne, poids à peu près 4 kg, cadence maximale 1200 coups à la minute, apte au tir à balles et au tir tendu ou courbe de grenades à fusil de 500 grammes. Particularité, l'arme est servie indifféremment par un tireur droitier ou gaucher. Le régiment de cavalerie de la garde républicaine au trot, le premier escadron montant des alezans, de même que la fanfare, sauf les timbaliers qui montent eux des chevaux gris. Les chevaux de la garde doivent être grands et avoir de très bons pieds. Après avoir applaudi la Légion étrangère, l'on suivit le cœur rempli de reconnaissance les éléments de cette deuxième DB, qui fut celle de Leclerc et qui libéra Alençon, Paris et Strasbourg. Les attachés militaires fort intéressés, l'on vit ces divers détachements, le 5e d'infanterie, le régiment de marche du Tchad, le 6e cuirassier où sert l'un des fils du président, le 101e de chars de combat, le 1er d'artillerie de marine, le 57e génie, je ne peux pas les citer tous, et le 54e d'artillerie avec le nouveau système d'armes Roland. Dès que seront passés ces chars, nous allons le voir. Que je vous dise que le voici, le principe de tir est simple, grâce à un radar de surveillance dont la portée est de plus de 15 km et grâce à un ensemble optique et électronique, l'avion, l'aéronef en général est détecté et ensuite le tireur déclenche son feu lorsque la cible est à bonne distance. Pour s'adapter à ce nouveau matériel, le 54e ERA a dû mener à bonne fin le recyclage de ses personnels et la formation des appelés qui tiennent à l'intérieur des équipages de tir des postes clés. On considère au 1er corps d'armée que la formation des cadres est achevée. Enfin, après les radars tournants des Roland, l'escadron de missiles sol-air équipé du système Crotal, une unité d'acquisition avec radar de veille et 2 unités de tir, le tout conçu pour permettre la destruction d'aéronefs évoluant à basse altitude et à des vitesses supersoniques, quelles que soient les conditions météo, ce qui semblait un détail amusant sous la pluie qui redoublait d'intensité, mais ce fut un bien beau défilé et le président devait remercier vivement le général de Barry, gouverneur militaire de la capitale.
Le défilé a été suivi de la garden party traditionnelle à l'Élysée où, malgré le temps, il y avait foule. Parlant du service militaire, le président a rappelé qu'au cours de sa dernière conférence de presse, il avait exprimé son opposition à la réduction de la durée du service et que d'ailleurs, les auteurs de ces propositions, dit-il, avaient depuis lors disparu comme si de rien n'était. Pour le président, le service national doit être utile. Il faut donc améliorer l'entraînement de nos forces et enrichir le contenu et l'intérêt du service militaire. Par ailleurs, M. Giscard d'Estaing a annoncé à l'occasion du 14 juillet une réduction de certaines peines prononcées par les tribunaux et n'excédant pas 1 an d'emprisonnement. Claude Sérillon, il ne s'agit pas d'amnistie, mais de l'exercice du droit de grâce présidentiel. Oui, d'un trait de plume très personnel, ainsi que la Constitution lui en donne le droit, dans son article 17, le président de la République renoue avec une tradition de la 4e République, baptisée alors les grâces générales du 14 juillet. Il ne s'agit pas d'une amnistie, celle-ci nécessitant le vote du Parlement, mais d'une mesure de grâce notifiée par décret et dès demain applicable dans toutes les juridictions de France. Le chef de l'État peut ainsi, à son gré, dispenser un condamné en tout ou en partie de l'exécution de sa peine, quelle qu'en soit la nature. Cette fois, la grâce présidentielle s'appliquerait théoriquement à environ 8000 condamnés. Il y en a plus de 20 000 actuellement dans les prisons françaises. Une grâce qui doit varier entre 15 jours et un mois de remise de peine, selon les cas, ce qui ne signifie pas du tout que 8000 prisonniers vont quitter leurs cellules. Tout au plus, quelques centaines. De petits voleurs, des auteurs de cambriolage, d'agressions peu graves, des manifestants aussi peut-être. Lorsque, par 3 fois, le général de Gaulle avait usé de son droit de grâce, c'était en faveur de condamnés pour des faits de subversion. Pour ce 14 juillet du centenaire, le chef de l'État a préféré pardonner aux petits délinquants plutôt qu'aux autonomistes. Ainsi, Valéry Giscard d'Estaing réduit la peine de quelques-uns, ne craignant pas de sembler prendre le contre-pied des propos de son ministre de la Justice. Les malfaiteurs spéculent sur l'érosion des peines, propos justifiant il y a peu de temps le projet de loi intitulé « Sécurité et liberté ». Le président de la République a préféré parler ce matin de fraternité. L'ambassadeur de France à Moscou n'assistera pas à la cérémonie de l'ouverture des Jeux Olympiques, non plus qu'aucun autre diplomate français. L'ambassadeur, M. Froment-Meurice, part d'ailleurs demain pour la France en vacances. En ce 14 juillet, et selon un usage constant en URSS, il devait parler à la télévision soviétique. On lui a suggéré des coupes, notamment sur l'Afghanistan, comme l'autre jour à l'ambassadeur des États-Unis. L'ambassadeur de France a préféré ne pas parler du tout. À Detroit, aux États-Unis, début de la convention du Parti républicain, qui doit désigner officiellement le candidat du parti pour les élections présidentielles de novembre. Il n'y a pas de doute que ce doit être M. Ronald Reagan. Les chaînes de télévision américaines donnent, ce qui semble très normal, une grande place à la convention. De Detroit, notre envoyé spécial, Jacques Segui. Ici Détroit. Pendant 5 jours, Détroit ne sera plus la capitale de l'automobile, mais celle de la télévision, avec des antennes, des coupoles, des kilomètres de câbles qui ont été transportés de New York à Détroit. Et c'est un show qui s'intitule « Les Networks en compagnie de Ronald Reagan ». Ronald Reagan, oui, mais les superstars seront les 3 chaînes de télévision ABC, CBS et NBC. Chacune des 3 grandes chaînes a investi pendant toute l'année électorale 50 millions de dollars pour être le numéro 1. Aujourd'hui, tout est prêt. Et pour la première fois, des caméras et micros-émetteurs portés par des hommes transmettront instantanément leurs sons et leurs images pour des millions de téléspectateurs. Il y a 400 organisations de télévision ici, mais une personne sur 2 est au service de ABC, CBS ou NBC, qui chacune a déplacé 1200 personnes et battu le rappel de ses meilleurs correspondants, y compris ceux de Londres, Paris ou Rome. Et pour la première fois cette année, ce sont les stars de la télévision américaine qui seront sur le plancher avec les délégués pour recueillir les premiers et tout de suite les meilleurs mots et remarques des vedettes de la politique. Voici Max Robinson, présentateur, et Sam Donaldson, présentateur et vedette de la Maison-Blanche. Question: n'est-ce pas Broadway qui s'emparerait de la politique? Réponse: ce n'est pas nous qui faisons l'événement, nous sommes ici pour en transmettre la dramaturgie aux téléspectateurs. Max Robinson et Sam Donaldson seront à l'antenne au moins 5 heures par jour pour relever le défi qui est la nature même
de la société américaine, être le numéro 1. Mais avec leurs milliers de techniciens et leurs centaines de journalistes, les 3 grandes chaînes de télévision américaines font-elles de la bonne information? Oui, disent ces délégués, qui font d'abord remarquer qu'il y aura ici 5 représentants de la presse pour un seul délégué. La victoire assurée de Ronald Reagan ne veut pas dire que vous savez tout sur la Convention, affirment les responsables des networks. Les responsables de la Convention, pour leur part, ont programmé leurs grandes vedettes, comme Henry Kissinger, aux grandes heures d'écoute. La technologie plus la politique. Les voici. Alors, que la fête commence. Après-demain, les Juifs de France vont commémorer un événement douloureux, la déportation vers les camps d'extermination nazis de 30 000 Juifs parisiens, pour la plupart originaires des pays de l'Est de l'Europe. C'était le 16 juillet 1942, la rafle du Veldiv. Aujourd'hui, la communauté israélite française, qui compte 750 000 personnes, s'est profondément transformée, d'une part par l'arrivée de leurs coreligionnaires des pays de l'Est après la Seconde Guerre mondiale, et aussi par l'arrivée des Israélites d'Afrique du Nord dans les années 58-62. Et puisqu'avec le souvenir tragique de la rafle du Veldiv, la communauté juive est actuellement sous les feux de l'actualité, suivons Dominique Lory dans une enquête qui montre la grande diversité du judaïsme moderne. La prière du vendredi, le Shabbat, le repos du 7e jour qui permet, selon la tradition juive, de retrouver le vrai dialogue, le dialogue avec Dieu. Un repos respecté par les 80 000 juifs qui vivent aujourd'hui à Marseille. Des juifs venus en général d'Afrique du Nord après la décolonisation. Une communauté qui, au-delà de sa diversité, s'articule autour de la fidélité à la tradition. La synagogue est à la fois temple et maison de la culture. À travers cette tradition, je crois que les séfarades ont pu concevoir une véritable communauté. Je crois qu'aujourd'hui, ils sont parmi les rares secteurs du peuple juif à se rapprocher le plus de la communauté juive originelle. Cette communauté que l'époque moderne a totalement atomisée, totalement fragmentée en Occident. Des juifs qui ne se posent pas le problème de leur appartenance à la nation française en termes de similitude, mais en termes de différence. Ils sont français et juifs, et sans complexe. C'est tout un art de vivre. Mais c'est surtout une très grande fidélité, une sincère fidélité à la tradition de nos pères. C'est aussi évidemment une très grande solidarité avec Israël. Ces juifs venus du Maghreb ont profondément bouleversé la vie de la communauté. Ils ont redonné un certain dynamisme à la pratique religieuse et à l'enseignement du judaïsme quelque peu délaissé, abandonné. Aujourd'hui, les écoles juives reçoivent près de 8000 élèves et une cinquantaine de synagogues ont été construites ces dernières années. Bref, les juifs séfarades ont pris en charge une grande partie du judaïsme organisé et ne sont pas étrangers à la renaissance de la particularité juive. Une renaissance qui, pour le grand rabbin de Marseille, a une profonde signification. J'ai l'impression que le monde a suscité, de par toutes sortes d'événements qui se sont produits ces dernières années, un sentiment très profond d'insatisfaction de l'existence. Et les gens qui n'ont pas perdu finalement leur besoin d'absolu à l'intérieur d'eux-mêmes, en quelque sorte se rabattent vers ce qui était en fin de compte leur patrimoine originel, à savoir le contenu spécifique du message juif qui a, à mon sens, à répondre à toutes les angoisses du monde contemporain. Renouveau également dans la population juive ashkénaze, encore traumatisée par les exterminations nazies. Une société hétérogène où l'on trouve des juifs orthodoxes assimilés de vieilles souches françaises comme des enfants d'émigrés. Éventail social et politique aussi, qui va d'Alain de Rothschild au trotskiste Alain Krivine. Mais là encore se manifeste ce besoin de se retremper dans le passé avec, pour certains, un dénominateur commun, le yiddish. Je ne suis pas pratiquante, je n'ai pas l'intention d'aller passer ma vie en Israël. Et pour moi, étudier le yiddish et la culture juive, c'est une façon de concrétiser ma façon d'être juive.
le yiddish qui est né il y a 1000 ans environ dans la vallée du Rhin et qui a été transporté par migration jusque dans les pays slaves, ça a été plus qu'une langue. Ça a été véritablement une insertion, un substitut territorial en quelque sorte. Donc ça a été tout ce qui est issu autour de cette langue, que ce soit la littérature, que ce soit le mode de vie, que ce soit les habitudes, tout cela est passé par le yiddish. Ainsi s'est développée une littérature couronnée par le prix Nobel pour l'écrivain Isaac Bashevis Singer. Une peinture aussi, où l'on retrouve le shtetl, ces villages juifs d'autre temps peuplés de personnages légendaires. Des personnages qui ont aussi inspiré le théâtre et le cinéma. Und ein Spiegel ist gelos. Na das Gelos von Spiegel ist ein bisschen Silber. Und wie bald nur Silbert, hört man häufig zu sehen Menschen, und man häufig tun sehen nur sich. Reste qu'au-delà du judaïsme laïque des uns, de la fidélité à la pratique religieuse des autres, se dégage en profondeur une certaine concordance, à la fois des liens presque charnels avec l'État d'Israël et une sensibilité commune. Que l'on soit religieux ou non, que l'on soit donné, puisque les termes sont à la mode, Ashkénaze ou séfarade, il me semble qu'il y a quelque chose de commun entre tous ces gens-là. Qu'ils mangent couscous, tenez, il faut préciser, ou qu'ils mangent le gefilte fish, il y a quand même des points communs très importants sur le plan objectif comme sur le plan culturel. Vous savez, les Juifs dans le monde entier, c'est un peu comme un corps. Quand on pince la jambe, c'est le corps entier qui se recule, qui se révulse, parce qu'il a l'impression qu'il risque d'être atteint tôt ou tard. C'est tout cela qui constitue la conscience collective des Juifs. Venons-en à notre rubrique sportive. Marcel Rosier, médaille d'or olympique d'équitation par équipe et entraîneur national de l'équipe de France, a été victime aujourd'hui d'une chute sérieuse à La Baule. Transporté sans connaissance à la clinique, il a d'abord donné des inquiétudes à son entourage. Maintenant, il va beaucoup mieux. Il reste en tous les cas en observation. Un record du monde en athlétisme, il s'agit du relais 4 x 100 mètres féminin, record battu par les sportifs de l'Allemagne de l'Est. Un résumé par Patrick Simpson-Jones. Nous vous avions déjà communiqué la nouvelle de la fantastique performance des relayeuses 4 x 100 mètres de l'Allemagne de l'Est. Mercredi dernier, elles avaient égalé le record du monde, nous prouvant ainsi leur supériorité dans cette discipline. Elles occupent ici le couloir numéro 4. Au départ, Romy Müller-Schneider, son meilleur temps cette année, 11 secondes, 200e. Elle passe le témoin à Barbel Ferkel, championne olympique du 200 mètres à Montréal. Elle s'appelait alors Eckert. Celle-ci passe le témoin à Ingrid Auswald, dont le meilleur temps cette année est de 11 secondes, 800e au 100 mètres. Et enfin, la plus rapide, Marie-Lise Geur, record woman du monde du 100 mètres avec un temps incroyable de 10 secondes, 88 centièmes. Elles réussissent un temps global de 41 secondes, 85 centièmes, soit 24 centièmes de mieux que l'ancien record qui était d'ailleurs le leur. Les Allemandes de l'Est détiennent le record du monde du 4 x 100 mètres féminin depuis 1973. Automobile, hier à Brands Hatch, l'origine des crevaisons sur les voitures Ligier, conduites par Didier Pironi et Jacques Lafitte, au Grand Prix de Grande-Bretagne, eh bien ma foi, la cause c'est une anomalie dans les jantes qui se sont rompues, et c'est ce qu'a révélé aujourd'hui un examen approfondi des services techniques de chez Ligier. Le tiercé, il se courait à Saint-Cloud, il a été remporté par une jument du bas de l'échelle des poids, le 19 Benoît, monté par Proulx et entraîné par Bernard Vanegg, devant le 9 au nom compliqué de Seutemuche et le 2 Antevix. Les trois chevaux restaient chacun sur des performances tout à fait honorables. L'arrivée n'est pas une surprise et pourtant le rapport est beau, comme disent les turfistes. Pardon, 12 745,50 dans l'ordre et dans l'ordre différent, 1990, c'est admirablement bien payé. Tour de France, le Français Mariano Martinez, toujours excellent grimpeur, a remporté Serre Chevalier-Merzine. Le Néerlandais Job Zoetemelk conserve le maillot jaune. Un résumé de cette 17e étape en vous rappelant que le Tour finira dimanche à Paris. Deuxième victoire en 3 jours pour les hommes de Philippe Crépel. Après le succès de Valais samedi à Martigues, Mariano Martinez s'est adjugé aujourd'hui la redoutable étape de Morzine. Bien qu'ayant eu des difficultés dans le col du Galibier, Martinez effectuait par la suite un surprenant rétablissement pour se trouver en tête de la course, accompagné de Levavasseur dans la montée de Jouxplane. Manque de chance pour le pauvre Levavasseur qui tombe dans la descente du col à quelques kilomètres de l'arrivée, facilitant ainsi la victoire de Mariano Martinez que voici.
Joop Zoetemelk, très éprouvé dans la première partie de l'étape, rétablit lui aussi la situation. Il ne concède que 19 secondes à Raymond Martin, mais reprend 1 minute 31 secondes à Hennie Kuiper. Le classement général à l'issue de la 17e étape, Zoetemelk leader, Kuiper à 3 minutes 3 secondes, Martin à 4 minutes 40 secondes. Demain, une journée de repos bien méritée. Zoetemelk va-t-il enfin gagner le Tour? Parlons de la météo, mais ce n'est pas la dernière information que je souhaite vous donner. Temps médiocre demain avec pluie et température basse, mais ce temps va changer, si je puis dire, de zone. C'est le temps que connaît le nord du pays. Eh bien, il se décalera demain vers le sud. Quelques orages éclateront vers les Pyrénées, le Massif central et les Alpes. En revanche, on attend de belles éclaircies, enfin, sur la Bretagne, la Vendée, la Normandie et le Nord. Demain, dans Antenne de midi, un invité particulièrement intéressant, M. Maury Larivière, l'industriel récemment enlevé et retrouvé après 12 jours d'enquête et d'angoisse. Ce soir, c'est Hervé Claude qui vous donnera les dernières informations, mais auparavant, vous suivrez une très belle émission lyrique. En ce jour de fête nationale, représentation gratuite à l'opéra. On donne les noces de Figaro de Mozart. Cette soirée qui a attiré beaucoup de monde marque la fin de ce qu'on a appelé le septennat de Rolf Liebermann, qui avait été nommé en 1973 au poste d'administrateur général par le président Pompidou et qui a donné, je parle de Liebermann, pendant ces années à l'Opéra de Paris, un lustre très vif, et Antenne 2 transmettra aussitôt après le journal et en liaison avec France Musique, les noces de Figaro, un spectacle à ne pas manquer. Bonsoir, bonne soirée. Merci. Ces milliers de personnes de tous âges, de tous les milieux, qui patientent stoïquement sous la pluie pour assister aux noces de Figaro, c'est sans doute une des victoires les plus importantes de Rolf Liebermann. Cet administrateur hors du commun nous a donné d'inoubliables créations artistiques, même si certaines furent contestées. Il a participé à une politique culturelle ouverte au plus large public, notamment celui de la télévision et précisément d'Antenne 2. On lui a quelquefois reproché trop de chanteurs étrangers, un budget excessif, mais tout le monde s'accorde aujourd'hui à reconnaître que son septennat fera date dans l'histoire de l'opéra. Vous attendez depuis longtemps, là? Depuis 7h30 ce matin. Vous êtes un passionné? Ah, je suis un passionné de musique et d'opéra, oui. Alors c'est pourquoi? C'est parce que c'est gratuit? Non, c'est pas parce que c'est gratuit, c'est parce que moi je travaille tous les soirs, alors je peux pas aller à l'opéra le soir, et donc là j'ai su qu'il y avait une matinée gratuite, alors je me doutais qu'il y avait du monde, donc je suis venu. Vous en avez beaucoup entendu parler de ces noces de Figaro? Oui, depuis 7 ans déjà. Parce que c'était l'ouverture du premier spectacle sous la direction de Liebermann. Mais il y a eu quand même des choses éclatantes pendant ces 7 ans. Ah oui, il y a eu Loulou, il y a eu plein d'autres choses. Simon Boccanegra, il y a eu l'Offenbach monté par Chéreau, les contes d'Hoffmann, et plein d'autres choses. Moi, j'ai pas vu tout, hein, j'ai pas eu le temps. Il est arrivé, l'opéra était près de sa fermeture. Là maintenant, vous voyez le résultat, 2000 personnes qui font la queue ici et des spectacles absolument formidables. Je trouve qu'il a parfaitement rempli son contrat. On lui demandait de remonter l'opéra de Paris au niveau mondial, c'est ce qu'il a fait. Et ça devait coûter ce que ça a coûté. C'était tout à fait normal. Et pour la contribuable que vous êtes, ça ne vous gêne pas? À vrai dire, je ne suis pas vraiment contribuable, mais même si je l'étais, je trouve qu'on devrait donner plus pour l'opéra. Voilà une page qui se tourne aujourd'hui, une grande page, 7 ans d'histoire de l'opéra, une grande aventure à la fois pour vous et pour cette maison. Alors, au moment où vous allez la quitter, quel est le sentiment le plus fort qui vous envahit? Je suis très heureux aujourd'hui. Je trouvais qu'on avait gagné un public jeune, que vous avez vu vous-même, des gens qui ont vraiment commencé à aimer cet art qui est le mien. Et je pars sans tristesse et sans mélancolie, avec beaucoup de joie. Je suis très content qu'on a pu terminer comme on a commencé. J'aurais aimé que dans les 7 ans qu'il est resté, il puisse faire une troupe de chanteurs français qui, maintenant d'ailleurs, serait en pied et nous servirait beaucoup pour la suite des événements. Mais ce n'était pas son rôle. Le gouvernement lui avait demandé de refaire un opéra, d'en faire un opéra international, avec des distributions internationales, et il s'est borné à ça, c'est tout. Alors on ne peut rien lui reprocher finalement. La grande qualité de Liebermann?
Eh bien, la grande qualité de Lieberman, c'est d'être un gentleman, avant tout, et en tant que compositeur, évidemment, de connaître son affaire. Je crois qu'il n'y a pas assez de, comment dire, de structure culturelle pour être vraiment suffisant pour un pays comme le vôtre, qui est quand même, qui tient le flambeau de la civilisation. Mais ça, c'est une question politique et seulement les hommes politiques peuvent la décider. Nous, artistes, peuvent seulement proposer.